Passion MLB, le podcast, épisode numéro 59. Bonjour à tout le monde. Merci à tous d'être là. Pour ceux qui nous écoutent en live sur Facebook, sur Twitter, sur YouTube et qui nous écoutent à 18h, encore une fois pour la 3e semaine consécutive. Peut-être la dernière, dépendant de ce que le Canadien de Montréal fera. Évidemment, encore une fois, on ne veut pas être dans les pattes du Canadien, donc on met le podcast avant. Donc, merci à tous ceux qui nous écoutent sur ces plateformes-là. Charles-Alexis Brisebois à l'animation, en compagnie, encore une fois, cette semaine de Sébastien Berroir. Sébastien, comment ça va? Ça va très bien toi-même. Ça va bien, ça va bien. Écoute, ça va mieux que les Blue Jays, je te dirais. Tu sais, si j'étais l'attaque des Blue Jays, premièrement, je remettrais ma vie. Je ne serais pas là. Je remettrais ma vie en question. Oui. Puis, écoute, je voulais y aller d'une énumération, mais je pense que juste remettre sa vie en question, c'est suffisant parce que c'est un des gros sujets duquel on veut parler aujourd'hui, Sébastien. Donc, je propose directement d'aller dans le bloc sur les Blue Jays. OK, Blue Jays, let's play ball. Sébastien, j'ai construit une machine à voyager dans le temps et je nous ramène pas longtemps, là, elle n'est pas super puissante. Là. Je ne peux pas nous ramener 15-20 ans en arrière, mais je suis capable de nous ramener 8 mois en arrière, OK? Fait que là, on est revenu. On est un podcast. On est, écoute, en plein milieu du mois de juillet à août, là, quelque chose comme ça. Et on jase de ce que les Blue Jays vont faire. Puis on se dit, Sébastien, les Blue Jays, 2024 est à mettre à l'eau. On veut recommencer à gagner en 2025. Ils ne seront pas capables de gagner en 2025. Puis qu'est-ce qu'on se dit en 2024? Ben non, ils ne seront pas capables de gagner, puis ils ne sont pas à 2-3 signatures d'agents libres qui ne voudront pas venir à Toronto de gagner en 2025. On se ramène dans le présent. Qu'est-ce qui se passe? Personne n'a voulu venir à Toronto, puis soudainement, le même club que l'an passé, ou à peu près, continue de perdre des matchs. Ma question, es-tu surpris? Je pense que tu connais déjà la réponse. Là. Ouais, puis écoute, si tu la connaissais pas, je pense que juste avec le contexte, tu peux pas répondre autre chose. Non, c'est ça, c'est ça. Puis si jamais tu étais surpris, dis-le pas. Non, c'est ça. Non, on le voyait tous venir, sauf probablement la direction des Blue Jays qui, elle, semblait y croire ou semblait vouloir nous le faire croire. Peut-être que c'était juste en apparence parce qu'ils savaient très bien que ce serait très difficile. Ceci dit, de voir cette attaque-là si anémique que ça, je ne m'attendais pas à ce que ça soit si pire. On s'attendait à ce que tout repose sur Vladimir, Bichette et Santander. Mais là, même ce trio-là, peut-être à l'exception de Bichette, qui a une excellente moyenne au bâton, qui est revenu un petit peu à ce qu'on s'attendait de lui par le passé, c'est très difficile. Puis là, le reste de l'alignement ne fait que suivre ce haut-là qui connaît des difficultés. Donc, c'est une roue qui tourne, puis on n'est pas capable de s'en sortir. On ne produit absolument rien offensivement. Oui, mais au moins, Miles Straw joue comme à tous les jours. Oui, c'est ça. Ça, c'est vraiment pas une bonne nouvelle. Là. Non, tu sais, t'as Alan Rodon. Je te dis pas qu'Alan Rodon est la 8e merveille du monde en ce moment. Je te dis pas qu'Addison Barger. Je crois beaucoup au potentiel de Barger. Je te dis pas qu'en ce moment, il est parfait. Mais tant qu'à avoir quelqu'un qui produit pas, là, ça te donne pas de donner du millage à tes jeunes. Exactement. Puis là, tu m'amènes sur le dossier de Nathan Lukes ou Nathan Lucas. Je pense que Dan Schulman l'appelle Lucas, donc on va l'appeler comme ça. Qu'est-ce qu'il fait là? Qu'est-ce qu'il fait là alors que Will Wagner a été retourné au niveau 3A? Ça fait aucun sens. Ouais. On parle d'un gars de 30 ans qui n'a jamais fait rien de sa carrière, que là, on garde, qui est un voltigeur. Will Wagner peut jouer à l'avant-champ. Présentement, on a 4 joueurs qui jouent à l'avant-champ. Donc, s'il y en a un que tu veux sortir de l'alignement, tu vas peut-être amener Barger, mais ce n'est pas nécessairement ça que tu veux. Tu vas amener Santander au premier coussin, ce n'est pas nécessairement ça que tu veux non plus. Non. C'est quoi cette décision-là? Moi, la seule logique que j'ai trouvée derrière tout ça, c'est que déjà que tu as Rodon et Barger qui ne jouent pas assez, tu ne voulais pas avoir Wagner en plus. Je pense que c'est ça. Mais tabarouette, tu as raison. Tu as tellement. Tu sais, sur 13 gars, on va considérer Barger comme un voltigeur parce qu'il est arrivé comme. Il peut jouer au 3e but. C'est un joueur de 3e but à la base, mais depuis une couple d'années, il joue beaucoup plus dans le champ extérieur pour les besoins de la cause. Tu as 7 voltigeurs sur 13. Puis, tu sais, il y en a 2 là-dessus que c'est des catchers. Là. Fait que ça te laisse vraiment pas beaucoup de marge de manœuvre. J'ai de la difficulté à m'expliquer la présence de. Tu sais, si tu avais Lukes ou Straw, tu te dis,
bon, écoute, c'est le genre de gars qui peut aller dépanner aux chansantes ou quoi que ce soit. Non, là, t'as les deux. Puis hier, t'as Straw que sa force est défensive, que t'envoies dans la gauche parce que Dalton Varsho est revenu. Ben, c'est ça, il est revenu, Varsho. L'autre là, que tu as été chercher parce que tu pensais avoir des chances avec Rocky Sasaki, là, ben, je te l'annonce, t'en as pas exactement besoin en ce moment. Surtout si Lux, comme tu dis, est là. Moi, c'est le Lux et Straw. Moi, c'est le et, pas le ou, c'est le et qui me dérange. Pourquoi les deux sont là? Oui, alors que les deux pourraient ne pas être là, puis on pourrait faire jouer les jeunes. Là. Ouais. Je comprends que peut-être Wagner, c'est un début de saison difficile. C'est pas beaucoup mieux du côté de Lux. Puis, tu vas-tu favoriser ton gars qui a 26 ans ou ton gars qui en a 30 que tu sais qu'il t'a donné ce qu'il pouvait te donner? Fais-les jouer, les jeunes, justement. Tu disais qu'ils. Peut-être parce qu'ils ne jouaient pas assez, là, on ne voulait pas avoir 3 gars qui sont assis sur le banc. Je comprends, mais fais-les jouer. Ça ne fonctionne pas présentement. C'est pas comme si là, le club était tout feu, tout flamme, tout le monde frappe, on ne peut pas sortir personne de l'alignement. On peut tous les sortir un après l'autre de l'alignement. Moi, cette décision-là, je n'en reviens pas encore. Surtout dans le contexte actuel. Là. Non, exactement. Puis, tu sais, tu as. Bon, là, tu as Dalton Varsho qui revient aux chansantes, il va jouer pas mal à tous les jours, ça va. Mais sinon, avant ça, tu pouvais mettre Springer une fois de temps en temps plus régulièrement aux chansantes. Je sais que tu ne le veux pas nécessairement tous les jours, mais plus régulièrement. Puis Anthony Santander comme frappeur de choix, ça t'ouvre les coins. Puis là, tu sais, bon, Santander a été beaucoup DH depuis le début de l'année. Puis là, on va essayer de le ramener plus dans le champ extérieur. Pourquoi? Tu n'as pas de DH, tu as besoin de donner du temps à tes jeunes dans le champ extérieur. Santander, il n'est pas bon dans le champ. Pourquoi tu t'entêtes à vouloir garder ce gars-là sur le terrain? Il est correct comme DH. C'est pas un problème que ce gars-là soit. Ben, c'est un problème qui ne fera pas exactement assez, mais c'est profondément pas un problème de dire Anthony Santander est mon frappeur de choix sur une base régulière. C'est pas grave. Puis pour en ajouter, tu n'as pas fait jouer Varsho comme frappeur de choix alors qu'il était blessé, mais qu'il pouvait frapper, pour garder Santander comme frappeur désigné parce que tu ne voulais pas l'envoyer en défensive. Là, Varsho revient, tu l'envoies en défensive. Il y a sûrement un petit génie quelque part dans l'organisation que c'est lui, ça a été ça, son cheval de bataille, puis il a gagné là, parce que c'est inexplicable. Écoute, tu parles de petit génie, Jean-Michel est en train de te lire comme un livre ouvert. Quand c'est un ordinateur et le bureau des petits génies, comme Sébastien adore dire, et que c'est plus important le nombre de présences au bâton que quel joueur correspond à quel rôle, et que protéger tes recrues et des joueurs comme Kirk qui connaît une nouvelle saison décevante à l'attaque parce qu'on s'attend à plus, et le reste, il n'y a aucune mixité de gauche, droite ou inverse. C'est une succession de drôles de décisions. Puis comme nous le dit Denis, il n'en revient pas que John Schneider soit encore en place. Ça aussi, là, on se ramène en 2024, puis c'est le genre de discours qu'on avait. Mais c'est ça en ce moment, les Blue Jays. Puis on aurait, Sébastien, un discours différent si Vlad était rendu à 7 circuits puis 22 points produits, mettons. Certainement. Puis John Schneider ne peut pas frapper pour ses gars non plus. Là. Il y a une part du blâme, ça c'est certain. Dès qu'on met des coureurs sur les sentiers, il ne se passe plus rien. Donc oui, il y a une part du blâme. Mais quand même, les gars doivent frapper. Vladimir en premier, tu l'as mentionné, c'est lui qui vient de signer un gros contrat. T'sais, on vient de tasser cette pression, cette distraction-là, puis on ne s'en sert pas pour avancer dans la bonne direction. Au contraire, dans les 10 derniers, on en a perdu 9, si je ne me trompe pas. 8 aux 9 derniers, puis c'est 2-8 aux 10 derniers matchs. Mais peu importe, c'est la même chose. Exact. Puis la seule victoire, c'est Devin Williams des Yankees qui leur a donné. Parce que les Yankees menaient à ce moment-là, puis ça a été une débandade à partir du moment où Williams est arrivé dans le match. Les Jays ne méritaient pas ce match-là. Ils l'ont pris, aucun problème. Mais ça démontre à quel point ça ne va pas bien offensivement chez les Jays depuis une dizaine de matchs. Là. Parce qu'on avait connu sensiblement un bon début de saison. Là. Je pense qu'on était 12-8. Exact. Ça allait bien. Mais là, depuis ce temps-là, c'est une catastrophe. Fait que dans le fond, l'effet du nouveau coach des frappeurs, qui était la 8e merveille du monde, même si le Minnesota l'a laissé partir, dans le fond, ça a duré 20 matchs. Oui, ça c'est spécial, hein, des nouvelles merveilles du monde qu'un club laisse partir. Là. Le Minnesota, là. Oui, exactement. Mais les Jays, eux, ils se sont dit, nous, on va le changer. Oui, exact. Oui, puis ça a marché pendant 20 matchs. Là. À part les coups de circuit, évidemment. Là. Oui, on prend. Est-ce qu'Andrés Jiménez mène encore le club pour les circuits ou il y a quelqu'un qui l'a égalé à 3?
Ben, oui, surtout que Jiménez a tout fait ça au mois de mars. Là. Oui, Fait c'est ça. Il y en a pas un même depuis le mois si c'est d'avril. fait égaler, il n'y a aucun exploit là. Puis on s'entend, Andrés Jiménez, là. Oui. Monsieur quatrième frappeur. Monsieur Bâton, oui, monsieur quatrième frappeur. Oui. Ouais. Troisième quand Santander a une journée de congé. Oui. Juste pour le fun. Mais ça, c'est une autre chose, ça. Une journée de congé à Santander, ça sort d'où? Le gars, ça s'appelle on t'a benché. Ça s'appelle on t'a benché, mais vu que tu viens de signer un gros contrat, on appelle ça une journée de congé. Là. Oui, ok, d'accord. Mais je comprends qu'il ne frappe pas, là, mais il ne frappe pas moins que les autres. Là. Non. Puis le soir où il va frapper, je pense que tu vas en avoir plus besoin que Nathan Lukes. Probablement. Mais hey, écoute, fallait ouvrir le poste de frappeur de choix pour Miles Straw. Là. Oui, lui, il est hot. Ouais, écoute. On parlait de 8e merveille du monde, là. Oui. Mais lui, c'est juste un 8e frappeur. Il n'y a pas merveille, c'est 8e. 8e dans le 3, on s'entend. Oui, c'est ça. Dans l'organisation des gardiens. Fait que, Monticule, pas nécessairement. Ben écoute, mieux, oui, j'allais dire pas nécessairement mieux, c'est pas vrai. C'est mieux, pas parfait. Là, tu as cette rotation-là qui a été chamboulée un peu par le fait que tu as eu un programme double à cause de la pluie à New York, puis John Schneider, il a oublié qu'un lanceur partant ne peut pas lancer 53 lancés dans une même manche. Fait que là, tu vas lui donner une journée de congé de plus. Tu as déjà juste 4 partants. Fait que qu'est-ce que tu fais? Les boys, pour le match de ce soir, je vous annonce qu'après Yariel Rodriguez qui va lancer 2 manches, Eric Lauer est là en longue relève pour venir manger des manches, manger des lancers et obtenir idéalement le plus de retraits possible avec le moins de points accordés. On est encore juste en avril quand même pour parler de toute cette profondeur-là qui était supposément revue et corrigée là, durant la saison morte. Oui. Ouais, c'est vraiment pas facile. À la défense des lanceurs des Jays, par contre, ils ont une pression incroyable sur les épaules. Ils n'ont pas le droit à l'erreur. Ça doit être tellement difficile de naviguer dans ces eaux-là quand tu sais que tu donnes un point et tu es déjà dans le trouble. Puis là, tu sais que tu ne peux pas en donner un deuxième. Donc, peut-être que tu changes un petit peu ton approche au monticule. C'est vraiment pas facile la situation dans laquelle sont placés les lanceurs des Jays. Non. C'est sûr qu'ils ont quand même une part du blâme. Il y en a certains qui doivent en donner un petit peu plus. John Schneider doit en donner un petit peu plus dans sa gestion aussi. Mm-hmm. Mais c'est difficile de blâmer le corps de lanceur des Jays en ce moment. Là. En effet. Puis là, écoute, on continue dans les bonnes nouvelles. Ça va bien chez les Blue Jays. Eric Swanson était supposé lancer des matchs de réhabilitation. Les Blue Jays devaient se dire en espérant que ce soit le lanceur de 2023 et non pas le lanceur de 2024, parce qu'un Eric Swanson qui est en santé, qui est dans des bonnes dispositions, ça fait en sorte que ça peut vraiment aider ton corps de lanceur. Et là, on apprend qu'il a subi un recul dans sa progression, revient à Toronto pour se faire évaluer par les médecins. Ça, c'est le genre de cas que tu te dis, mon Dieu, peut-être que sa saison vient de prendre fin avant même qu'elle commence. Là, je sais qu'on est juste au mois d'avril et que c'est mineur, mais des fois, ces trucs-là, ça escalade, puis soudainement, ça devient une opération de Tommy John, puis tu ne le vois pas nécessairement passer. Mais peu importe ce que ce sera, il n'est pas à quelques semaines de revenir à Toronto. Donc, ça met encore plus de pression sur cet enclos-là. Écoute, Jeff Hoffman, il est mieux de ne pas flancher. Non, lui aussi, il n'a pas beaucoup de marge de manœuvre. Lui aussi, il est un petit peu tout seul sur son île. Chad Green, ce n'est pas nécessairement le Chad Green qu'on a vu par le passé. Là, on a Eric Swanson qui ne reviendra pas de sitôt. Puis comme tu l'as mentionné, ce genre de choses-là, un recul dans une réhabilitation quand on ne sait pas trop pourquoi, souvent, ça cache quelque chose. Le joueur sent peut-être un inconfort, mais là, c'est de là à trouver exactement la source, combien de temps ça va durer. On n'en a aucune idée. Puis je vais te poser une question. Tu t'ennuies-tu de Teoscar? Depuis qu'il est parti. C'est une autre transaction qui a mal viré, on va se le dire. Rappelle-toi l'époque où le champ extérieur, c'était Springer au centre, tu avais Gurriel à gauche, puis tu avais Teoscar dans la droite. On savait que le contrat de Teoscar et de Gurriel allait venir à échéance au même moment, puis on commençait à comprendre qu'il n'allait pas les ramener les deux. Moi, ce que je disais, c'est que les Blue Jays pouvaient se permettre d'échanger Gurriel, mais dans la bonne transaction, mais ne pouvaient pas du tout, sous aucun prétexte, se permettre de perdre Teoscar. Gurriel, ils l'ont échangé, peut-être pas dans la bonne transaction, même si je suis persuadé que les Blue Jays aujourd'hui sont contents de compter
sur Dalton Varsho, là, si on oublie évidemment ce que ça a coûté. Mais je suis persuadé qu'ils sont contents d'avoir Varsho, mais de perdre Teoscar comme ça, ça fait mal, puis tu le ressens encore. Tu as essayé de patcher pendant des années, tu as essayé de signer un Santander. On sait que le mois d'avril, c'est pas sa force, peut-être que ça va se relever, mais son coup de bâton, Sébastien, à Teoscar, il n'a jamais été remplacé. Non, exactement. C'est risqué de faire ce genre de transaction-là. Je comprends qu'il y avait un besoin à l'époque, mais d'échanger un frappeur établi dont tu sais ce qu'il va te donner contre un releveur qui, d'une année à l'autre, ça peut être tout et son contraire, sans parler du risque de blessure qui est beaucoup plus important pour un releveur. Le risque était quand même grand dans cette transaction-là, puis là, on en paye le prix. Là. Ben, Sébastien, arrête, il y a Adam Mako qui va être là dans comme 4 ans. Oui, oui. Dans 4 ans, ça fait déjà c'est un petit bout qu'on l'attend. Hein? Oui. Ça va avoir été long. Oui. Teoscar, Denis nous dit quelle saison encore. En effet, je pense que tout le monde pourrait bien paraître dans cet alignement-là, mais il y a une des raisons pourquoi les gens peuvent bien paraître. Là, c'est un frappeur écoute, il a vraiment trouvé sa niche avec les Dodgers. Oui. Et Jean-Michel qui nous dit ici, pour Teoscar, c'est pas mal plus facile de jouer avec les Dodgers que les Jays. Ça, c'est aussi vrai. Mais je pense que, malgré tout, le duo qui formait par la force des choses au bâton avec Vladdy, c'était des amis. Gouriel aussi, c'était un ami du groupe, etc. Les deux Dominicains ensemble, Teoscar, Guerrero Jr., ça aidait aussi à bien performer. Il aimait ça jouer à Toronto, puis il aimait ça jouer avec Vladdy. Exact. Puis là, qu'est-ce qui nous manque présentement à Toronto? Un frappeur dans le haut de l'alignement qui pourrait être Teoscar. Je comprends qu'il n'aurait pas les mêmes fiches qu'à Los Angeles, qu'il serait moins bien protégé, etc. Mais quand même, tu le fais frapper derrière Vladimir, avec Santander qui frappe derrière lui. 1, 2, 3, 4, on est quand même en voiture, puis ça fait que les joueurs sont relégués à des rangs plus bas dans l'alignement. On commence à avoir un petit peu de profondeur, ce qui nous manque en ce moment. Donc, je pense que l'impact de Teoscar, même si ce ne serait pas ce qu'il fait exactement avec les Dodgers depuis les dernières saisons, il y aurait beaucoup plus d'impact que ce que Swanson a amené à cette équipe-là. Oui, mais Sébastien, Teoscar, il est droitier. Oui. Ça, Santander, il est des fois droitier. Fait que, tu sais, oui, c'est ça. Oui. Je doute, là. Ça, c'est comme la sacro-sainte défensive que tu appelles. Là. Ouais, encore là, ça doit être un ordinateur qui a décidé ça. Oui. Mais regarde, André Simonais, ils ont mis 100 millions parce qu'il est gaucher. Oui, juste parce qu'il est gaucher. Oui, je prends des raccourcis. Là, je suis vraiment de bonne forme aujourd'hui. Oui, je vois ça. Mais la question, c'est, ça arrive-tu des fois que tu es de bonne foi? Ben, juste dans les négociations syndicales. Oui. Dans 2 ans, là. Oui. Comme le baseball et les joueurs l'étaient, je suis de bonne foi. Je te propose une offre 50% en dessous de ce que tu demandes. Oui. Que... Ça, c'est de bonne foi. Je m'en souviens, c'était le fun. C'était le fun de parler de ça toutes les semaines. Hein? Pas tant, non. Non, hein? Non. Sois prêt, ça s'en vient. Oui, c'est ce que j'allais dire, j'ai pas hâte. Il y a Denis qui nous mentionnait aussi tantôt là, par rapport au match. Là, non seulement c'est des défaites, mais c'est des défaites avec des très, très, très hauts scores. Là, le 10-2 là, contre Boston, là, c'est des trucs, ça fait mal, là, des défaites comme ça. Puis comme Sébastien le mentionnait, ben, tu n'es pas aidé par le gérant non plus, là, Kevin Gausman, qui a lancé 53 lancés dans une manche, ça n'a pas de bon sens. Après ça, on a beau lui dire, ben, on va te donner un 24 heures de plus pour ton prochain départ, mais c'est parce que tu n'as aidé personne. Fait que, non, exact. Puis surtout que le lendemain, Sébastien, c'était jour de congé. Il brûle des releveurs. Qu'est-ce que je te dis? Oui, c'est ça. Mais... Ça arrive que ton lanceur partant ne roule pas puis il faut que tu sortes un releveur. Ben, c'était là. Oui. John Schneider est rarement un pas en avant. Il est souvent un pas en arrière. Puis on l'a vu encore une fois. Il y a des gérants qui ont le match devant eux. Ils sont tout le temps. Leurs pions sont déjà placés pour le prochain mouvement. John Schneider, on n'a pas l'impression qu'il y a vraiment une planification. Oui, il y a la planification avant la rencontre qui est faite avec l'état-major, mais à partir de là, le match ne se déroule jamais comme prévu. Non. Puis les ajustements sont extrêmement difficiles à faire pour Schneider. Ben, je veux dire, ça, il nous l'a montré, puis c'est probablement ce qu'on va ressortir le plus de Schneider ultimement, mais il nous l'a montré dans la sortie en série de José Berrios. Son plan, c'était de le sortir rapidement pour une raison qui échappe à tout le monde. Ben, il l'a fait, puis ça a coulé les Blue Jays, parce que justement, il a refusé de s'adapter à ce moment-là. Exact.
Il y a Matt qui nous demande ici, est-ce que le réel calibre de Barger est dans le 3A car dans la MLB ne semble pas utile? Moi, je pense qu'il y a besoin de répétition dans le baseball majeur Ouais. parce qu'il y a quand même une puissance qui est vraiment intéressante. Oui, je pense que qu'il pourrait avoir du succès dans le 3A et qu'il pourrait reprendre confiance, mais je pense qu'on est à l'étape, Sébastien, de le faire jouer, de lui donner du temps de jeu régulier. J'ai l'impression que le plan en ayant envoyé Will Wagner dans le 3, c'est vraiment qu'il prenne beaucoup plus de répétitions au troisième but aussi. J'espère qu'on ne va pas le mélanger à l'amener trop au troisième but puis à le garder dans le champ droit ou quoi que ce soit. Mais offensivement, je pense qu'il est capable de prendre son envol dans le baseball majeur. Et c'est le genre de candidat que tu te dis à la fin de l'année, si ça s'est bien passé, ah mon Dieu, OK, là, ça, c'est un joueur qui peut changer la game. Est-ce qu'on va y arriver? Je ne le sais pas, mais il y a ce potentiel-là. Oui. Par contre, je ne sais pas si les Jays le voient vraiment comme un joueur de troisième but. J'ai l'impression Ouais. qu'ils le voient vraiment comme un voltigeur. On va le Mm-hmm. voir dans les prochains jours, semaines. Mais encore là, tu gardes Nathan Lukes, il va avoir des répétitions lui aussi. Ça va en enlever à qui? Addison Barger. Mais moi, je l'aime beaucoup, Barger. Cet élan-là, là, qui est tellement violent, là, il n'y a pas beaucoup de joueurs dans les majeurs qui ont ce genre d'élan-là. Donc, on peut le peaufiner. Il a un excellent potentiel, mais comme tu l'as mentionné, c'est ça la clé. Il doit avoir des répétitions, mais on est un petit peu sur les freins à Toronto. On ne lui en donne pas tant, on ne le place pas dans une situation idéale, puis après ça, on se demande pourquoi ça ne fonctionne pas. Oui. Moi, je pense que s'il y a un changement d'état-major à un moment donné, là, président, DG, gérant, tout ce que tu voudras, moi, ça ne m'étonnerait pas qu'une des premières conférences de presse, il y ait quelque chose qui soit dit, quelque chose comme écoute, en fait, non, ce ne sera pas dit publiquement parce que tu ne plantes pas l'ancienne administration, mais quelque chose qui veut dire comme écoute, regarde, avant, là, il y avait des jeunes que tu laissais pourrir sur le banc. Nous, notre mentalité, c'est que les jeunes vont jouer. Puis là, tu vas faire hey, tu te souviens-tu dans le temps, l'ancienne administration, tabarouette, il y avait des jeunes, ils ne les faisaient pas jouer. J'ai l'impression que ça va peut-être être ça à un moment donné parce que ça n'a pas de sens de laisser pourrir des jeunes autant que ça sur le banc. Tu sais, Alan Roden aussi, c'en est un cas. Il n'a pas joué beaucoup cette année, Roden, là, pour un jeune qui doit avoir du millage. Là. Non, alors que tu as des occasions de les faire jouer, ces jeunes-là. C'est juste que tu ne les prends pas. Tu ne leur donnes pas ces occasions-là. Donc, c'est incompréhensible. Puis oui, la nouvelle administration qui va peut-être arriver plus vite qu'on pense. On pensait peut-être qu'Atkins et Shapiro avaient sauvé leur poste en signant Vladimir, mais là, avec les performances sur le terrain, il n'y a rien de garanti. Mais oui, la nouvelle organisation, le nouvel état-major, il n'y aura pas le choix. Il va regarder ce club-là, puis il va faire, ben oui, c'est logique, on fait jouer les jeunes. Si tu ne vas pas chercher des joueurs autonomes de renom durant l'hiver, qu'est-ce qui te reste? Ce que tu as produit dans ton organisation, fais-les jouer. Exact. On va s'entendre là-dessus. Il y a Matt ici qui nous demande la question est réelle. Est-ce que le contrat de George Springer est une fraude car il a utilisé le fameux système de poubelle des Astros? J'ai envie de te dire oui et non. Non, dans le sens où s'il avait signé son contrat 1 an plus tôt, je t'aurais dit probablement, mais là, ça faisait quand même 1 an qu'on le savait. Il a eu le temps de jouer sa saison 2020 alors que tout le monde savait que c'était des tricheurs dans les années passées. Puis les Blue Jays ont choisi de le signer en toute connaissance de cause. Donc, à ce niveau-là, j'ai envie de te dire non. D'un autre côté, tu regardes ses stats depuis qu'il est arrivé à Toronto, puis j'ai le goût de te dire oui un peu, même si, écoute, on est conscient que c'est plus le joueur que c'était, notamment en raison de l'âge. Mais la question est intéressante pareil, Sébastien. Oui, exactement. C'est sûr et certain qu'il a profité du système de tricherie, puis tous les joueurs des Astros en ont profité. Est-ce que ça a un lien direct avec ses performances avec les Jays? Je ne suis pas sûr parce qu'il était déjà vieillissant. Quand il a signé son contrat, il n'était pas à son prime comme il l'était avec les Astros. Mais il y a certainement un mélange des deux. Tu as ce système-là qui est instauré dans ton équipe, que tu profites. Là, tu l'as pu. Tu te retrouves avec une autre organisation. Tu es un petit peu vieillissant. Donc, tout ça mis ensemble fait qu'on a les performances qu'on voit depuis quelques saisons. Il y a Jean-Michel aussi qui nous fait remarquer que Jonathan Classic qui a été acquis de Seattle à la dernière date limite. On l'a vu un peu dans les majors l'an passé. On l'a vu une journée dimanche quand il y a eu le programme double, puis sans ça, on ne le voyait pas. Et là, finalement, il était retourné en bas. Lui, par exemple, je pense plus que c'est le genre de joueur qui a besoin encore d'un petit peu de millage en bas. Mais c'est sûr qu'éventuellement, Sébastien, il va falloir que tu prennes cette masse de jeunes-là puis que tu décides de dire OK, il y en a que ça va passer, il y en a que ça va casser. Ceux que ça passe, est-ce qu'on les garde, est-ce qu'on les échange? Parce que tu ne peux pas juste garder tout ce bassin-là dans le 3A. Tu regardes le nombre de jeunes joueurs
j'allais dire de premier plan, mais quand même des espoirs importants pour le club qui sont à Buffalo. Ça va cogner à la porte tantôt, puis plus rapidement que prévu. Oui, ça va cogner à la porte. Puis oui, pour classer dans des circonstances idéales, il y aurait des répétitions dans les majeurs. Je ne pense pas qu'ils sont encore rendus là. Puis dans le contexte où on a déjà des jeunes qui ne jouent pas assez, je pense que sa place demeure dans les rangs mineurs. Ouais. Probablement que l'année prochaine ou en fin de saison, il va avoir un petit peu plus de temps de jeu. Mais oui, il va falloir prendre des décisions. Puis moi, je pensais qu'on en aurait pris des décisions durant la saison morte. Mais là, on amène tout ce beau monde-là, à l'exception de Spencer Horwitz. Mais il n'y a personne qui joue vraiment plus que l'an dernier. Là. Non, c'est ça. En tout cas, c'est des drôles de décisions. Ouais, c'est ça. Voilà, hey, on a fait un peu plus de temps qu'on pensait finalement sur les Blue Jays de Toronto. Mais écoute, c'est là où on en est présentement du côté des Blue Jays. C'est vraiment pas un début de saison qui est acceptable pour cette formation-là. Donc, Sébastien, allons voir s'il y a des choses qui se font mieux ailleurs dans le baseball majeur. Aaron Judge a un WAR de 2.9. On est en avril. C'est quasiment le nombre de circuits d'Andrés Jiménez. Ça va peut-être se régler ce soir-là. Oui. Oui. Écoute, le capitaine, il aidait plus Juan Soto que Juan Soto l'aidait, on peut-tu dire? Je pense que c'est assez clair. Hein? Même Juan Soto s'en est rendu compte. Là. Il en a parlé publiquement. Fait que je pense que si c'est évident pour lui, ça peut être évident pour nous. Mais c'est incroyable ce qu'Aaron Judge est en train de faire présentement. Un petit peu tout seul. On a un bon club à New York, là, ça, il n'y a aucun doute. On a de la profondeur, mais c'est lui qui traîne ce club-là. Là. Il n'y a aucun doute là-dessus. Il frappe la balle avec autorité, une moyenne au-dessus de 400. Je ne pense pas qu'il va tenir ça toute la saison. Mais le gérant Aaron Boone a dit faites attention, il n'est pas encore hot. Il n'est même pas encore hot. On se rappelle l'an dernier, son mois d'avril, c'était catastrophique. Là, ça va beaucoup mieux. Mais lui aussi, ça lui prend un petit peu de temps avant de se mettre en marche. Ça va être quoi rendu au mois de juin? J'ai vraiment hâte de voir ce qui va se passer. Il faut juste qu'il reste en santé. Mais là, c'est un petit peu plus favorable pour lui parce qu'il est dans la droite, il n'est pas au centre. Oui, exact. C'est sûr que ça fait la différence. Puis peut-être qu'on va voir les effets en fin de saison aussi. Parce que par la force des choses, c'est fatigant de jouer. Puis, tu sais, on peut avoir l'air que. On peut dire, écoute, non, ça a-tu tant d'impact à ce point-là? Mais tu sais, regarde José Altuve qui joue dans la gauche puis qui a demandé de frapper deuxième parce qu'il veut genre un 10 secondes de plus pour se rendre au bâton en première manche. Tu sais, c'est pas rien quand même. Ça paraît pas, mais c'est tough jouer dans le champ. Puis c'est tough quand tu joues dans le champ centre, puis surtout un gars qui a la stature d'Aaron Judge. Donc, c'est sûr que de le ramener dans le champ droit comme ça, c'est sûr que c'est une victoire. On aurait aimé du côté des Yankees pouvoir le garder au centre un petit peu plus longtemps parce que Soto était dans la droite. On comprend tous cette réalité-là. Mais d'avoir un gars comme Aaron Judge dans la droite, c'est sûr que ça fait la différence. Oui, surtout que tu as des voltigeurs de centre qui font le travail. Cody Bellinger fait le travail, Trent Grisham fait le travail. D'ailleurs, Trent Grisham, qu'est-ce qu'il met dans ses céréales cette année? Je ne le sais pas, mais Grisham, même l'an dernier, quand il y avait plus de répétitions, plus de matchs consécutifs, on le sentait plus à l'aise. Puis là, cette année, il a un rôle plus important. Puis il frappe la balle avec autorité. Il frappe quelques matchs au premier rang, commencer des rencontres avec un circuit. Donc, pour le moment, ça va bien à New York. Je ne pense pas que Grisham va faire ça toute la saison, mais tu as Cody Bellinger à qui c'est le poste régulier au champ centre. Donc, on est quand même bien nanti au champ extérieur à New York. Il y a Denis ici qui nous amène le mot hanté, triple couronne. Est-ce que c'est une possibilité pour le juge? Ben, si on regarde son début de saison, certainement. Le problème a toujours été le problème. Je veux dire, il n'y a jamais eu une mauvaise moyenne, mais je veux dire, il n'a jamais dominé autant pour la moyenne parce que on s'entend que pour les coups de circuit, on n'est pas inquiet, les points produits par la force des choses. Fait que s'il peut maintenir la moyenne, j'ai envie de te dire oui. Oui. Puis surtout que jusqu'à maintenant, a réduit quand même son nombre de retraits au bâton, ce qui fait que sa moyenne augmente par le fait même, place beaucoup plus de balles en lieu sûr. Même si j'ai l'impression qu'il s'élance un petit peu moins pour la longue balle, mais il frappe aussi solidement. Fait que ça fait pas le même résultat, mais ça fait inévitablement que sa moyenne monte.
comme j'ai mentionné, je pense pas qu'il va avoir cette moyenne-là tout au long de la saison, mais déjà là, de partir avec ça, c'est beaucoup plus facile de commencer avec une moyenne de 400 qu'une moyenne de 102 puis essayer de la monter. Là. Fait que, déjà là, il y a une partie du travail qui est faite. Sébastien, on enregistre à 18h au lieu de 20h. Il est 18h30. C'est l'heure du souper. Je commence à avoir faim. Et là, on me parle de Uncle Ben. Oui. Qui arrive. Uncle Ben, la recette dont les Yankees avaient besoin. Parle-moi de. J'ai même pas envie qu'on parle d'éventuellement quand Stanton va revenir parce que ça peut être long puis on ne sait pas qu'est-ce qui peut arriver d'ici ce temps-là. Mais dans le présent en ce moment, Ben Rice, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La recette fonctionne. Oui. Le petit bol de riz, il est très bon. Il est très bon. Ouais. Ça va bien. Encore là, lui, je ne sais pas combien de temps ça va durer. L'an dernier, ça avait un petit peu cassé, mais on le sent beaucoup plus solide. Puis on le sent beaucoup plus solide depuis le début du camp d'entraînement. On voit vraiment un changement par rapport à l'an dernier. Puis ça fait qu'on peut le placer dans le haut de l'alignement, qu'on peut descendre Aaron Judge d'un rang, peut frapper au 3e rang. Donc vraiment, ce que Ben Rice amène, puis aussi, il est beaucoup plus à l'aise au premier coussin. On l'a placé là un petit peu en catastrophe l'an dernier, mais là, il fait le travail, peut remplacer Paul Goldschmidt à n'importe quel moment, peut agir comme frappeur de choix. Donc, vraiment, c'est une belle trouvaille. J'ai vraiment hâte de voir, comme tu le mentionnais, quand Giancarlo Stanton va revenir, comment on va brasser les cartes dans l'alignement. Mais il n'y a pas le choix de rester. Là. Il n'y a aucun doute. Ah ben non, un bâton comme celui-là, tu dois lui trouver une utilité. Apprends-y une autre position sur le terrain, je m'en fous, mais trouve une façon de garder ce gars-là dans le... Troisième but. Oui, c'est ça. Troisième but. Hey, j'en ai une position, moi, qui pourrait prendre. Je sais que tu t'en vas là. Closer. Non, mais on a déjà Luke. Ouais, ok, Oui. Je recommence. J'en ai une position que vous pourriez prendre. 8e manche. Oui, exactement. Ça, c'est bon. Ouais. Ça, c'est bon. C'est Ça, bon, hein? j'achète. Oui. Mais écoute, Devin Williams, là, s'il devient le gars qui a fait changer la règle pour la barbe, qui a connu une mauvaise saison et qui a sacré son camp, là, il est encore tôt. Là, je suis sûr qu'il va se racheter. Là, mais je veux dire, il existe un scénario catastrophe où ce gars-là devient un vilain dans le Bronx. Oui. Il est mieux de ne pas remettre les pieds si ça se poursuit. Moi aussi, je pense que le vent va changer de côté. Oh, oui. On l'a vu lancer, pas pour terminer le match, mais un petit peu avant, ça s'est bien passé. Donc, il devait avoir quelque chose de mécanique. Puis là, quand ça ne fonctionne pas, bien, ça monte au 2e étage. C'est dans la tête. Il n'y a plus rien qui fonctionne. Le match contre les Jays, là, c'était une catastrophe. Là. J'avais pitié pour lui. Là. Il n'y avait rien qui fonctionnait. Là, mais rien. Donc, il va falloir qu'il rebâtisse sa confiance. On le sait qu'il a le talent, il a le potentiel. Il l'a déjà fait par le passé. La bonne nouvelle pour les Yankees, c'est que Luke Weaver est là. Encore là, on ne sait pas comment il a fait ça l'an dernier. On ne sait pas comment il fait ça cette année. Ouais. Mais il a l'air tellement en confiance. Il n'y a rien qui l'atteint. Donc, ça va relativement bien malgré les déboires de Devin Williams dans l'enclos des Yankees. Sébastien, je veux qu'on parle un petit peu de Pete Rose. Parce que là, il y a le commissaire qui a jasé à Donald Trump. Et Donald Trump, sous je ne sais pas quelle autorité, a décidé qu'il pardonnait à Pete Rose. Donc, là, il demande. Il demande arrête des dossiers, lui. Écoute, incroyable. Et là, il demande à Rob Manfred de le ramener dans le baseball majeur. Et Rob Manfred, il y songe. Évidemment, je n'ai pas besoin de vous rappeler que Pete Rose est décédé dans les derniers mois. Donc, moi, la question, Sébastien, que je me pose, c'est s'il est encore vivant et tu changes d'idée, c'est une chose, tu lui donnes ce bonbon-là. Là, si tu changes d'idée une fois qu'il est décédé, ben, tu vas juste avoir l'air du gars à qui tu peux faire changer d'idée. Puis, ça amènera pas la satisfaction à Pete Rose de rentrer au temple parce qu'il est décédé. Fait que, à ce point-ci, à quoi tu joues si t'es Rob Manfred? Ben, je pense qu'on le sait déjà que Rob Manfred, c'est le gars que tu peux faire changer d'idée. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, ça ne changera pas grand-chose. Ceci dit, je vais ajouter qu'il est probablement mieux vaut tard que jamais. C'est seulement pour la famille, ils vont pouvoir vivre ce moment-là. Ouais. Mais ça nous ramène à pourquoi ça n'a pas été fait avant.
C'est pas comme si Pete Rose était décédé à 54 ans d'une crise de cœur, puis tu dis, oh mon Dieu, c'est une surprise. Non, il était rendu à, je sais pas, 80 quelques. Je veux dire, c'était normal qu'il soit à un âge où possiblement qu'il. Mais là, tu décides d'y aller trop tard comme ça, puis tu décides de prendre cette décision-là sur le tard, ben lui, il ne pourra jamais en profiter. Non, tu as eu une trentaine d'années pour prendre cette décision-là. Ouais, tu aurais pu la prendre bien avant. Mm-hmm. Et, comme j'ai mentionné, il n'est jamais trop tard, mais peu importe la décision que Manfred va prendre, il va avoir des pour et des contre, il va avoir des détracteurs, il y en a qui vont, qui vont être plus du côté de Pete Rose. Mais ça nous ramène à cette question-là. Quelle est la raison pour laquelle ça n'a pas été fait avant et que là, tu changes d'idée? Si tu prends la décision de ne jamais le réintégrer, c'est une chose. Tu as des arguments, tu gardes le cap. Mais là, tu vas changer d'idée. C'est ça, c'est plus ce côté-là qui ne fait pas de sens. Tu t'ouvres une boîte de Pandore, là, on va s'entendre là-dessus. Sébastien, avant la petite période de questions, il y a un dernier sujet que je veux aborder. Ça me fait rire. Roki Sasaki. Roki Sasaki, évidemment, ne pouvait pas signer un contrat de 200, 300, 400 millions de dollars. Mais il pouvait quand même se laisser chanter la pomme par les équipes avec d'autres éléments que des considérations monétaires. Et lui, il a expliqué aux Dodgers que ce qui l'aiderait bien gros à signer, c'est que lui, il aime ça, là, des toilettes à la fine pointe de la technologie, là, full equip, avec un bidet, avec tout ce que tu voudras. Et les Dodgers lui ont fait excellent, on a compris le message. Ils ont refait les toilettes au Dodger Stadium. Il y a un siège chauffant aussi, d'ailleurs. Tu as l'impression de vendre un char. Chapeau aux Dodgers, selon moi, que tu ne peux pas le mettre sur ta masse salariale. Là. Tu ne peux pas lui donner un plus gros salaire, mais tu peux le mettre en confiance. Je pense qu'il n'y a pas besoin de ça dans une équipe qui a Yamamoto et Otani. Mais bref, chapeau aux Dodgers d'avoir été au-devant de ça et d'avoir compris que c'était important pour lui. De deux, Sasaki, il a juste l'air weird. Là. Oui. Je ne suis pas sûr que ça le dérange. Là. Non. Mais effectivement, c'est quand même spécial. On a vu des demandes de toutes sortes à travers l'histoire du baseball majeur. Celle-là en fait partie, sans aucun doute. Oui, un siège chauffant, un bidet de style japonais, tout le kit. Là, vraiment, écoute, là, lui. La Cadillac des toilettes. Là. Oui, exactement. Tu parlais de confiance. Je pense que c'est ça qui le met en confiance, lui. Ouais. Il avait besoin de ça. Comme tu dis, bravo aux Dodgers, ils l'ont fait. Est-ce que d'autres équipes étaient prêtes à le faire? Probablement. En tout cas, j'espère. Est-ce que tu peux lui refuser une toilette avec un siège chauffant? J'ose croire que non. Est-ce que tu penses que les Blue Jays sont allés jusque-là? Parce que eux, c'est pas la toilette qu'ils ont eue. Là. Ils ont juste mangé de la merde dans le dossier. Ben, je pense qu'ils ne pouvaient pas lui offrir une toilette parce qu'il en avait besoin. Là. Ouais. Ils se sont fait envoyer aller faire un numéro 2, donc il avait besoin de la toilette. Ouais, c'est ça, ils n'ont pas pu lui offrir. C'est un bon point. Il y a Matt qui fait allusion ici avec les loges de Soto à New York. Mais c'est un bon point aussi. Puis, c'est un peu au même niveau. C'est juste qu'une toilette, ça ferait plus l'imaginaire parce que c'est spécial. Là. Attends, une loge à 500 000, une toilette chauffante, ça, c'est au même niveau? Non, mais c'est au même niveau dans le sens, c'est des à côté. C'est dans ce sens-là. Mais encore là, moi, je félicite les Mets dans ce dossier-là de comme tu y donnes plus de valeur monétaire à son contrat, puis tu n'as même pas à l'ajouter à ta masse salariale. Fait que moi, je trouve que les Yankees ont été weird un peu de ne pas l'ajouter comparé aux Mets. Ça rentre dans le même niveau. Donc, félicitations à l'équipe. Mais dans les deux cas, c'est sûr que le joueur a l'air de ce qu'il a l'air d'avoir demandé ça, surtout pour la toilette. Là. Oui, surtout pour la toilette. La loge, ça peut passer. Ouais, pour la famille, c'est correct. Oui, les vêtements pour sa mère, ça aussi, c'est weird un peu. Mais certainement qu'il faut féliciter les Mets. Pour les Yankees, par contre, j'ai juste ajouté que c'est pas qu'il ne voulait pas lui donner la loge, c'est qu'il avait déjà refusé à d'autres joueurs, dont le capitaine de l'équipe. Là, il y avait quand même une certaine hiérarchie. Là, c'est sûr qu'on aurait pu la donner à tout le monde rendu là, mais là, on se crée d'autres problèmes. Là. Donc, il y a cette petite notion qu'il faut amener. Mais oui, il faut féliciter les Mets. Si tu peux acquérir un joueur de la trempe de Juan Soto en lui payant des à côté, tu dois le faire.
Puis ce qui est le fun, c'est que depuis le début de l'année, il est récompense avec ses performances extraordinaires. Puis... Oui, mais Aaron Judge n'est pas là, il l'a dit. Ah, Ça lui prend, le capitaine des Yankees. Il est loin, il est à comme 20 km. Ben oui, c'est ça. Ah, New York. Oui, Extraordinaire. oui, la Mais grosse ouais, fait que Sasaki, ça a été. Ça m'a fait rire quand même comme petite Ouais. nouvelle. Tu peux pas ne pas rire. Là. Non, c'est ça. On est un peu immature. Oui. Sébastien, je propose d'y aller maintenant avec la période de questions. Sébastien, les Rockies aujourd'hui ont gagné, attention, tiens-toi prêt, leur 5e match de l'année. Ils ont quelque chose comme 16 défaites à leurs 18 derniers matchs. Ils ont une fiche de quoi, 5-25. C'est vraiment une saison difficile. Matt nous demande ici, est-ce que les Rockies peuvent mettre le drapeau blanc avec la section de l'Ouest de la Nationale? Malheureusement, les Rockies ne sont pas de calibre. Oui, ils peuvent mettre le drapeau blanc. Écoute, une remontée comme les libéraux contre les conservateurs dans les derniers mois, là, ça n'arrivera pas là, dans ce cas-là. Non, ça n'arrivera pas. Tu sais, on peut les blâmer, mais ils n'ont pas beaucoup d'éléments pour s'en sortir, surtout dans cette division-là. Tu sais, les White Sox l'an dernier étaient dans une division beaucoup plus facile, on va se le dire. Là, c'est extrêmement dur dans l'Ouest de la Nationale. Cela dit, qu'est-ce qui se passe à Colorado? Tu sais, l'an dernier, là, ça allait relativement bien dans le sens que souvent, on était dans les rencontres jusqu'à tard dans le match. On se battait jusqu'à la fin, c'était plus difficile en relève, d'accord, on le savait, les lanceurs, ça n'a jamais été la force des Rockies, mais au moins, offensivement, on produisait, au moins, on se battait jusqu'à la fin. Cette année, il n'y a rien de tout ça qui se passe. Non, c'est assez spécial ce qu'on voit. Là. Je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je m'attendais peut-être à ça, mais pas aussi pire que ça. Des Marlins, des White Sox, des Rockies. Écoute, je ne les avais pas en série, là, mais je veux dire, je ne les avais pas à 5 victoires au mois à la fin du mois d'avril. Là. Ça, c'est vraiment, vraiment spécial là, ce qu'on voit en ce moment. Matt ici qui nous demande, avec les problèmes de bras sur le monticule des Dodgers, que devrait-il faire pour limiter les blessures au bras? D'après moi, si on avait la réponse, Sébastien, on aurait un coup de fil de Friedman qui nous dirait écoute, je vais t'embaucher, je te paye l'avion, viens-t'en, mon homme, viens essayer nos toilettes, puis je vais te explique-nous comment tu fais ça. Là, je pense pas qu'il y ait de solution miracle. Puis on ne surutilise pas nos lanceurs à Los Angeles. Là. Non, je pense que la gestion des lanceurs va très bien. On fait les choses de la bonne façon. On a quand même des bras fragiles. Là. On commence avec Tyler Glasnow. Y a-t-il un moment où Tyler Glasnow n'est pas blessé? Il est plus souvent sur la liste des blessés que sur le terrain. Ouais. Donc, en partant, tu pars avec un gars qui est déjà fragile. On en a d'autres dans l'alignement aussi, donc c'est pas toujours facile au niveau des blessures. Est-ce que ça va précipiter un petit peu le retour de Shohei Ohtani? On commence à parler du milieu de la saison, alors qu'on se dirigeait un petit peu plus vers la fin de la campagne. Peut-être que ça va jouer. Pour le moment, c'est encore sous contrôle, mais ça peut dérailler vite. Là. On l'a vu l'an dernier. Là. Quel drôle de formation quand même, hein? Quand tu te dis, genre, j'ai signé un gars 700 millions de dollars, puis tu te dis, ouais, finalement, peut-être que je n'aurais besoin, genre, 1 an et demi après l'avoir signé au lieu de 1 an et 3 quarts. Des beaux problèmes. Ouais, je sais qu'il frappe, là, je ne suis pas complètement avec, mais quand même, c'est drôle à voir. Oui. Sébastien, là, j'avais hâte de te la poser. Quand on parlait d'Aaron Judge, si vous avez un choix à faire, Jeter ou Judge? Et c'est deux joueurs tellement différents. Ouais. Mais présentement, je n'ai pas le choix d'y aller avec Jeter. C'est tout ce qu'il a fait, entre autres en séries éliminatoires, Judge ne l'a pas encore fait. Et voilà. Cette aura-là, tout ce qu'il a fait au mois d'octobre, Derek Jeter, tu ne peux pas laisser ça de côté, malgré tout ce qu'Aaron Judge fait sur le terrain, mais surtout en saison régulière. Ça va prendre un championnat à un moment ou à un autre, puis probablement plus qu'un pour qu'on commence à mettre les deux dans la même discussion. Ouais, pour moi, la réponse, c'est Jeter. Je sais que c'était pas un excellent joueur d'arrêt-court, mais il jouait quand même à l'arrêt-court. 5 bagues de la Série mondiale, il amenait vraiment son club à un autre niveau.
Ceci étant dit, si quelqu'un répond à Aaron Judge, je ne suis pas en train de dire que c'est une mauvaise réponse Non. pour autant. Là. C'est une bonne question quand même, mais ça va en prendre un petit peu plus, comme tu dis, avant que je déloge Derek Jeter de là. Oui, exact. Quel joueur vous impressionne le plus depuis le début de la saison? Moi, Sébastien, il y a un nom que je ne m'attendais pas tout à voir aussi performant depuis le début de l'année. C'est Wilmer Flores chez les Giants de San Francisco. Il y a quelques jours, il menait la Ligue nationale pour les points produits. Là, c'est plus vrai parce que dans les derniers jours, il y a Teoscar qui en a quand même produit quelques-uns. Il y a Pete Alonso qui l'a rattrapé, mais 28 points produits à ce point-ci de la saison pour le frappeur de choix des Giants de San Francisco. Tu sais, les Giants, on ne sait pas trop comment ils gagnent. Là. On dirait qu'ils trouvent une façon différente de gagner à tous les soirs, mais ça fonctionne. Puis Wilmer Flores fait partie de la solution. Donc, pour moi, un des joueurs qui m'impressionne le plus, c'est définitivement Wilmer Flores. Oui, s'il y a quelqu'un qui aurait pu prédire ça en début de saison, là, donnez-moi votre numéro, puis on va s'acheter un billet de loto, puis vous allez nous donner les numéros, là, parce que vraiment, celle-là, on ne l'a pas vu venir. C'est extraordinaire, puis les Giants en ont besoin. Ça va prendre des gars à certains moments de la saison qui vont nous amener au prochain niveau. Parce que ce ne sera pas toujours les mêmes joueurs qui vont. On n'a pas de grosses vedettes qui peut traîner le club à elle tout seul. Donc, vraiment, tout le monde doit contribuer. Puis c'est ça qui se passe à San Francisco. Pour le joueur qui me surprend le plus, c'est tellement difficile. On est en début de campagne. Il y en a plusieurs. J'ai vraiment hâte de voir qui va pouvoir le faire à long terme. Je vais y aller avec Aaron Judge à cause de sa moyenne, à cause de son WAR, à cause de son OPS. C'est extraordinaire ce qu'il fait. Puis vraiment, c'est lui qui est en train de traîner les Yankees en ce moment. Mais il y a d'autres joueurs aussi qui ont des excellents débuts de saison, qui n'ont pas nécessairement ces chiffres-là au tableau, mais quand même qui font très bien pour leur club respectif. Il y a Matt qui nous soumet le nom de Cal Riley pour lui. C'est vrai que c'est assez impressionnant ce qu'il est en mesure de faire à Seattle, là, même si sa mère n'aime pas le surnom que les gens lui ont donné, Big Dumper. Mais, ça, c'est drôle, mais les Mariners, on ne les attendait pas comme ils performent en ce moment. Là. Non, exactement. Exactement. Il y a plusieurs joueurs comme ça. J'ai ouvert la page des statistiques pour m'inspirer un peu aussi entre-temps. Deux noms qu'on pourrait rajouter, c'est Tyler Soderstrom là, du côté de Sacramento, qui est assez impressionnant. Spencer Torkelson, qu'on avait peu tassé là, du côté de Détroit, puis que là, il fait partie. Détroit, quelle bonne équipe cette année quand même. Hein? Vraiment, vraiment. Tellement bien dirigé. Et pour Torkelson, ça fait combien de temps qu'on l'attend? Ça fait combien de temps qu'on l'attend? Les Tigers sont demeurés avec lui. Oui, il a fait des séjours dans les mineurs. Oui, ça ne s'est pas toujours bien passé, mais vraiment, on a cru en lui. Puis là, c'est en train de payer. Puis les Tigers, je ne vois pas comment on pourrait échapper la division centrale, malgré les Guardians, qui vont bien aussi. Mais je pense que cette équipe-là est sur la bonne voie. On n'est pas rendu encore à nécessairement se rendre en série de championnat, mais vraiment, il y a une belle progression qui s'est amorcée en deuxième moitié l'an dernier. Oui, absolument. C'est le fun de les voir justement ressortir un petit peu de leur trou. Oui. Il y a Denis ici qui nous demande Eugenio Suarez qui a frappé 4 circuits dans le même match. C'est un joueur qu'on connaît, c'est un joueur qui a fait son petit bonhomme de chemin, mais c'est drôle quand même. Deux choses à dire par rapport à ça. Un match de 4 circuits, ça arrive moins souvent qu'un match parfait dans l'histoire. C'est le 19e dans l'histoire. Il y a 24 matchs parfaits. Donc, c'est un exploit qui est quand même rare. Le dernier qu'il avait fait, c'était JD Martinez en Arizona. Donc, ça fait quand même un petit bout. Puis, je trouve ça fascinant de voir que ce jour-là, il a monté sa moyenne de 167 à 202. Écoute, à ce point-ci, il y avait 10, ça a été le premier à atteindre les 10 circuits et il y avait 19 coups sûrs. Oui. Ben, c'est exactement le bon vieux Eugène, là. Il va te faire 4 circuits. Le match d'après, il va avoir 4 strikeouts. C'est ça, Eugenio Suarez. Quand ça va bien, ça va bien. Quand ça va mal, on dirait qu'il n'est pas capable de reconnaître une balle. Donc, il est déjoué par n'importe quel lancer qui s'en vient vers lui. Mais cet exploit-là, d'en frapper 4 de l'autre côté de la clôture, comme tu l'as mentionné, on ne voit pas ça souvent, puis on ne le verra pas dans les prochaines années encore. Là.
On s'entend. C'est quand même assez difficile à réaliser là, comme exploit. C'est pas 4 coups sûrs, là. C'est Non, 4 non. circuits, là. Tu sais, faut. Juste 4 coups sûrs, tu te dis, hey, très belle journée au bureau. Exact, C'est exact. pas historique, là, mais je veux dire, tu dis, wow, Ouais, belle journée. ça a bien été, ouais. Salut les gars, j'ai vu ce débat récemment. Mais selon vous, derrière Ohtani et Judge, qui est le troisième meilleur joueur de la MLB? J'ai deux réponses. Il y en a une qui est profondément épaisse, puis il y en a une qui est vraie, OK? Laquelle tu veux en premier? Ah, l'épaisse, l'épaisse. Ah, Mike Chirona. Comment? Et que je l'attendais pas, celle-là. J'étais pas là pantoute, là. D'après moi, il serait bon. Là. Il pourrait se faire un bâton torpille avec des 2x4. Puis, Certainement, ouais. certainement. Ouais. Oh, oui, oui. Moi, ce serait lui, mais écoute, je vais le mettre quatrième juste parce que je veux mettre Bobby Witt Jr. au troisième rang. Ouais, c'est beaucoup moins épais, ça. Ouais. Oui. Bobby Witt, d'ailleurs, que Mark DeRosa a dit que s'il avait à se partir une franchise, il partirait autour de lui. Je sais qu'évidemment, quand tu dis une affaire de même, c'est que tu tiens en compte l'âge, mettons, d'Aaron Judge, de Shohei Ohtani, puis c'est normal, évidemment, mais Bobby Witt Jr., là, il n'y a personne qui se dit « Ah ouais, vraiment? » Non, on le sait que c'est un joueur extraordinaire. Il n'y a pas de défaut dans ce joueur-là, puis il va être là à long terme. Tant mieux pour les fans des Royals, il va être à Kansas City à long terme. C'est un joueur extraordinaire dans le baseball majeur, puis s'il jouait à New York ou à Los Angeles, je pense qu'il serait déjà au temps de la renommée. Oui, c'est ça. Avant qu'il prenne sa retraite. Donc, Sûrement. c'est ça. C'est extraordinaire ce qu'il fait à un si jeune âge. Malheureusement pour lui, moi, je pensais qu'elle allait remporter le titre de MVP dans la Ligue américaine. Là, il est encore très tôt, mais on dirait que parti comme c'est là, il va encore se le faire ravir par Aaron Judge. Il doit avoir hâte qu'Aaron Judge prenne sa retraite, mais on le sait qu'il va en remporter plus d'un titre de MVP. Quel joueur complet. C'est un joueur qui peut tout faire sur un terrain de balle, là, c'est Bobby Witt Jr. Absolument. Il n'y a aucun doute là-dessus. J'aime beaucoup aussi Fernando Tatis, qui doit être dans la discussion, connaît un excellent début de saison. C'est aussi un joueur qui est capable de faire un peu tout sur un terrain de balle, capable de s'adapter à un changement de position aussi. Donc, un autre beau joueur de baseball qui est dans le top 5, certainement. Matt ici nous dit que Mookie Betts doit être devant Bobby Witt Jr. On s'entend que Mookie Betts est assez haut dans la liste, mais je pense qu'en raison de la position, tu me diras que Mookie Betts joue à l'arrêt-court aussi, mais Bobby Witt Jr. est pas mal plus un naturel à l'arrêt-court que peut l'être Mookie Betts. Là, si les deux jouent dans la même équipe, c'est Bobby Witt Jr. qui est à l'arrêt-court, on va dire ça comme ça. Je pense que ça lui donne un edge, mais c'est sûr que Mookie Betts est quand même classé assez haut, là, on va se le dire. Oui, certainement, mais d'aucune façon, je vois Mookie Betts être devant Bobby Witt Jr., entre autres pour son âge, puis on ramène Mookie Betts à l'âge de Bobby Witt et je prends Bobby Witt quand même. Donc, pour moi, Bobby Witt est supérieur. Ça n'enlève absolument rien à Mookie Betts, qui est un excellent joueur de baseball, un excellent leader, mais avoir à choisir entre les deux, pour moi, le choix est évident. Tantôt, tu parlais de Tatis. Il y a Denis qui nous mentionne qu'il aime moins l'attitude de Tatis. J'ai l'impression que c'est le genre de gars, peut-être un peu comme Bryce Harper, qui va se placer. Bryce Harper aussi, là, quand il est arrivé, il jappait fort puis il était extravagant. Là, il s'est calmé, là, à part quand il a traité les gens d'épais pour défendre les Dodgers. Là. Mais j'ai l'impression que peut-être que Tatis, ça va être le même genre de parcours qui va l'attendre. Là, les performances sont de retour au rendez-vous. On l'a amené dans le champ droit, il a trouvé sa niche. Donc, possiblement que oui, le Tatis peut être dans ce débat-là aussi. Je trouve déjà que son attitude s'est améliorée. Là. On dirait que ça l'a passé, là, ce qui s'est passé en 2022, 2023. L'année qui a manqué au complet à cause d'une blessure, de sa suspension. Ça a l'air de l'avoir cassé un peu. Oui, exact. Je termine avec Denis ici qui me mentionne, Charles-Alexis, ça fait longtemps que je veux te le demander. Aimes-tu ça quand Big George te crie dans les oreilles « Charlie! » Oui, j'aime ça. Parce que c'est drôle. Puis parce que c'est Georges. Parce que c'est Georges Larac qui fait ça. Moi, je trouve ça très, très drôle. Puis, à un moment donné, tu prends tes habitudes puis tu baisses le son de tes écouteurs. Juste avant. Ouais, c'est ça. Puis tu le remontes après. Fait que non, moi, j'aime bien ça.
Fait que Sébastien, c'est ce qui met fin au podcast de cette semaine. Donc, on vous laisse, ceux qui nous écoutent en live, aller écouter le Canadien. Il y a Benoît qui nous mentionne ici, on y croit, go Habs go. Donc, on vous laisse aller écouter le Canadien. Merci d'avoir été à l'écoute sur toutes les plateformes à 18h, sur Facebook, sur Twitter et sur YouTube. Mais sinon, Sébastien, évidemment, on est toujours disponible pour ceux qui nous écoutent dans un format podcast un petit peu plus habituel. On est disponible sur toutes les bonnes plateformes de podcast. Oui, sur toutes les bonnes plateformes. Sur les 3 plateformes que tu viens de mentionner, on va aussi aller placer l'épisode complet sur notre site web passionmlb.com en compagnie de nos textes à tous les jours sur l'actualité du baseball majeur. Donc, nos épisodes vont être partout. Si vous voulez nous suivre, allez liker, allez vous abonner, puis suivez-nous surtout sur notre site web. C'est là que ça se passe. Donc, merci à tout le monde qui a interagi avec nous au cours de cet épisode. Merci à tous ceux qui nous écoutent. Merci, Sébastien, d'avoir été là. Et nous, on vous souhaite une excellente semaine de baseball et on se dit à la semaine prochaine.